Les profondeurs du top 14 étant évidemment la Pro D2. Et j'adore quand tu dis qu'un joueur déteste les phases finales de top 14. Ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'il y a 75% des auditeurs du Rugby Show qui s'apprêtent à changer d'avis. Ouais. Et oui, du coup, question en or. Où est-ce que va aller Ghezal, les gars? Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 59e épisode du Rugby Show. Les Toulousains Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 59e épisode du Rugby Show. Les Toulousains sont en gueule de bois, moi le premier, mais pas de secret les copains, quand ça va pas, il faut en parler. Le plan de l'épisode du jour est en bas pour mes amis de YouTube. Pour les autres, on va parler du match du dimanche soir dans le chiffre du jour, de l'Afrique du Sud dans le vrai ou chaud, et surtout de Paris et des difficultés rencontrées par les soldats roses dans le débat. Viendra évidemment ensuite le Paris chaud avec Elios qui bouillonne de vous rappeler que lui, il savait, Bordeaux allait gagner. Autour de la table, mes invités du jour, avec d'abord Thomas. Comment ça va Thomas ? Moi, ça va. Franchement, beaucoup mieux qu'un Parisien qui se réveille la tête enfarinée à la 13e place du classement. À ce rythme-là, je suis pas sûr qu'il tienne jusqu'au changement d'heure. Sur ma droite ou sur ma gauche ou en bas ou en haut, je ne sais pas trop. Elios, comment tu vas ? Bah écoute, super, t'as bien fait de rappeler un peu les résultats de ma chronique de la semaine dernière et je vais pas me priver, je vais répéter mon succès une petite dizaine de fois pendant cet épisode, donc voilà, soyez prêts à être lassés. Préparez-vous. On ne peut que souligner évidemment l'absence très triste de Victor Berton, directeur, organisateur et dieu du sommet de l'élevage, salon international annuel fondé en 1992, consacré à l'élevage, qui se tient pendant 4 jours en octobre à Cournon d'Auvergne, dans la métropole de Clermont-Ferrand. On embrasse Victor évidemment et sachez qu'avec le code Rugby Show 10, vous avez 10% sur les tracteurs Lamborghini du stand B53. Alors on commence tout de suite les gars avec le chiffre du jour et c'est parti, jingle. Et d'ailleurs, si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es pas chaud, bah, mets un pull et abonne-toi. Alors les gars, ce n'est pas un chiffre aujourd'hui, mais des chiffres du jour. Et je voulais évidemment vous parler du choc UBB, Toulouse-UBB. 772 000 d'abord, c'est le nombre de téléspectateurs moyens qui ont suivi sur Canal+, la victoire de l'UBB, avec un pic à pratiquement 900 000 téléspectateurs en début de match. C'est un tout petit peu moins que pour la finale de Top 14. 32 mois ou 953 jours, c'est le temps que Toulouse a été invincible sur ses terres. La dernière fois qu'une équipe était venue prendre 4 points sur les bords du périph' au Garonnais, c'était le Racing 92 en janvier 2022, juste avant le tournoi Destination. Et enfin, les gars, peut-être un chiffre sur le jeu. Bordeaux, c'est 83,8% de plaquage réussi, alors que Toulouse, c'était moins de 70% de plaquage réussi hier, 69,6% de plaquage réussi. Peut-être que ça explique un petit peu la défaite toulousaine. Vous aimez les chiffres, je le savais, j'en avais donc plein à vous partager. Qu'est-ce qu'on pense de cette défaite toulousaine ? On va peut-être commencer par ton premier chiffre. T'as annoncé un pic de téléspectateurs à près d'1 million de personnes. Ouais. Si tu dis que c'était quasiment comme la finale, c'est assez hallucinant. Après, c'est peut-être le meilleur match de l'année. Je sais pas ce que vous en pensez. UBB Toulouse, c'était peut-être le match que j'attendais le plus. Après, je me disais peut-être que ça allait être plus sympa à Chaban qu'à Toulouse, parce que Toulouse potentiellement était invincible à domicile. Mais non. Ouais, je suis d'accord avec toi, Thomas. On se posait la question de savoir si c'était le match de l'année et apparemment ça l'a été parce que bon, comme tu dis, c'est combien 32 matchs, t'as dit Clément, sans défaite à domicile? 32 mois, 953 jours, je sais pas, ça 32 mois, ça fait, je sais pas, t'as combien de matchs à domicile par an, 14? Ouais, mais je me demande si c'est pas aussi 13. 32 matchs. Je me demande si c'est pas aussi 32 La Coupe matchs d'Europe aussi. Ouais. Je sais pas, moi j'ai noté 953 jours à domicile, invincible. Je saurais pas te dire pour le nombre de matchs. Bah, je crois que j'ai lu ça aussi, mais je pense qu'on peut déjà parler de match de l'année, pas dans son contenu, mais dans le résultat. Après le résultat de la finale au mois de juin, et si tu mets en perspective le fait que Toulouse n'avait pas perdu à domicile depuis pratiquement 3 ans, on peut pratiquement déjà appeler ça le match de l'année.
Bon, après, dans le contenu, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu 50 essais que c'était pas un match sympa. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, regarder ce match. Et c'est un peu ça, les matchs sous tension, où tu as toujours plus 3, moins 3 points de différence, où le break, il est jamais fait. Vraiment, qui te tient en haleine jusqu'au bout, quoi. Je suis d'accord. Et en dehors, moi sur le contenu quand même, si je peux me permettre, autant t'as une première mi-temps qui est assez intense, autant la seconde mi-temps, je sais pas, je suis moins embarqué. On voit j'ai l'impression à Toulouse en tout cas des erreurs un peu humaines et personnelles qui sont des petites conneries un peu corrigeables, quoi. Tu penses à qui? Ouais, je pense notamment à Thomas Ramos qui loupe un coup de pied. Je pense à un carton jaune de Kinghorn qui d'ailleurs, on peut le souligner aussi dans le chiffre du jour, c'est la première défaite de Blair Kinghorn avec le Stade Toulousain. Et ça quand même, c'est triste. Ouais, en tout cas, vas-y. Non, je disais que c'était déjà le chiffre du jour. C'était déjà le chiffre du jour il y a quelques semaines. Et ouais, Kinghorn, il a finalement trépassé alors qu'il est auteur d'un super essai en première main après une très belle combi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Ramos il y va pas tout seul. Moi j'avais Ramos dans la grande mêlée, ça m'a fait chier qu'il n'allait pas tout seul et qu'il fasse la passe à Kinghorn. Mais ouais, Kinghorn en plus match en demi-temps, lui qui coûte un jaune, je crois c'est quoi, à la 16e minute. Et ensuite ils prennent 2 essais coup sur coup après ce carton jaune. Donc je dirais pas que c'est le fautif, mais il a quand même un petit peu participé à la défaite toulousaine. En tout cas, son carton jaune a quand même coûté assez cher au Stade Toulousain, j'ai trouvé. Ouais, il a coûté 2 essais, mais finalement. On dit souvent un carton jaune, c'est 7 points. Là, c'était 2 fois plus, malheureusement pour eux. Et ils ont pas su revenir après non plus, hein. Ils ont jamais réenclenché une dynamique positive. Et on n'a pas vraiment senti qu'ils étaient à domicile sur ce match. Bordeaux, ça a dû leur faire du bien quand même parce que ces équipes-là, comme Bordeaux, comme La Rochelle, qui sont vraiment des prétendants au titre chaque année et qui à chaque fois contre Toulouse, ça se passe mal. On a vu La Rochelle qui est venu faire un nul en fin de saison dernière. Là, t'as Bordeaux qui vient gagner à Toulouse, donc c'est bien. Peut-être que le rapport de force, il est un peu en train de s'inverser. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait du bien. Et d'ailleurs, ça fait du bien pour les joueurs aussi. Moi, je pense à un Lucu, par exemple, qui s'est pris tellement de claques sur le crâne depuis tellement de temps. Il a mangé des chiquettes, hein. Ouais, il s'est arraché les cheveux, Maxime Lucu, ces derniers temps, on peut le dire. Ça fait du bien de voir des mecs comme ça qui relèvent un peu la tête de la gadoue. Franchement, voilà. Après, je sais pas si l'heure est vraiment à la remise en question totale pour Toulouse, parce qu'en réalité, le score est vachement serré, ça se joue à 4 points. Les quelques erreurs, elles sont facilement rectifiables, sans laisser accorder très litigieux à Bordeaux et sans d'autres faits de match. Bon, je pense que Toulouse peut mettre 30 pions facilement. Ouais. Et c'est Antoine Dupont, hein. C'est Antoine Dupont. Après, moi je pense que tu peux pas trop parler des absents dans le sens où il manquait les Argentins, Malia et Choco Barres et aussi Dupont à Toulouse, mais Bordeaux ils avaient fait un petit peu légèrement tourné, ils avaient enlevé quand même 2 porteurs et Penaud qui sont quand même des grosses armes offensives sur et Buros. Et Buros, sur ce début de saison. Et d'ailleurs Bru avait parlé de Galactique, et moi je voulais revenir sur ta stat de la défense de 83%, parce que je trouve que très clairement ils ont gagné sur la défense l'UBB, et Bru, c'est ce qu'il disait en avant-match, il disait c'est certainement la défense qui va prendre le pas sur l'attaque et pas l'inverse. Et quand tu regardes, Toulouse, ils ont quand même 64% de possession, mais ils n'ont pas réussi à marquer les essais qui marquent d'habitude. Et la grosse défense, 88%, t'en parlais de plaquage réussi avec un beau chaton qui fait 15 sur 15, je crois. C'est là où Toulouse, ils sont pas forcément habitués à rencontrer des grosses attaques comme ça, hyper cadenassées. Et autant c'était porte ouverte en finale, autant là même avec 64% de possession, ils ont réussi à marquer que 2 essais. Donc ouais. Grosse défense du bébé, c'est ça qui leur a manqué sur la finale, et ils ont bien réussi à travailler sur leur point faible. Donc honnêtement, bravo à eux. Mais bon, je suis pas étonné parce que je l'avais quand même annoncé la semaine dernière. Voilà. C'est sûr que quand t'enlèves un Penaud de la feuille de match, tu prends 20 points de plaquage réussi en plus, hein, facilement. Donc c'était une très bonne tactique de l'entraîneur. La stat sort pas de nulle part. On est d'accord. Bon, merci les gars. On embrasse évidemment les Toulousains pour qui c'est difficile. On sait que c'est national aujourd'hui dans la Ville Rose. Et puis on embrasse évidemment les Bordelais pour qui c'est bien mérité. On est content, belle équipe, on l'avait dit, c'est des Galactiques, et on a hâte de la finale Toulouse-UBB en 2025 à Lyon. Merci les gars d'avoir participé à ce chiffre du jour, et je vous propose qu'on passe tout de suite maintenant au vrai ou chaud. C'est parti. Jingle. Trompé.
Abraham Lincoln disait de ne pas croire tout ce qu'on peut lire sur les réseaux. Et ça tombe bien, le vrai ou chaud, c'est l'occasion de rétablir la vérité absolue. Aujourd'hui, au programme de votre chronique bientôt préférée, on va parler de l'Afrique du Sud, qui vient de s'imposer dans le Rugby Championship, aussi connu sous le nom de Four Nations. C'est un peu le 6 Nations du Sud, un championnat tellement intense où même l'Agence mondiale de lutte contre le dopage n'ose pas mettre les pieds. Et Ben Etzebeth en a profité pour battre le record absolu de cap en sélection avec les Springboks, avec 128 caps. Et donc, pour lancer cette chronique, comme toujours, une anecdote qui est peut-être vraie ou peut-être fausse. Alors, Eben Etzebeth aurait connu sa première cape en même temps que le terrible Owen Farrell dans un match Angleterre-Afrique du Sud en 2012. C'est possible, ça? C'est possible, ça? C'est possible, ça. En 2012. En 2012. J'ai dit Angleterre-Afrique du Sud, mais c'était plutôt sur Afrique du Sud-Angleterre à Durban. Je pense que il y a beaucoup trop d'infos pour que ce soit faux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le mec a trop d'infos. 2012, c'est totalement possible parce que ça coïncide avec le moment où tu commences à entendre parler de ce mec, je pense. Je crois déjà à l'année. Donc déjà l'année, je pense que c'est la bonne, Thomas. Mais toi, t'es du genre à mélanger du vrai et du faux pour nous embourber. Ça me paraît vrai. Je dirais vrai. C'est vrai. Ouais, ça me paraît vrai. Eben Etzebeth a fait ses débuts en test avec les Springboks contre l'Angleterre à Durban en 2012. Et l'Afrique du Sud s'est imposée 22-17. Mais c'est l'Anglais Joe Marler qui a fait sa première apparition en test lors de ce même match. Même si vous aviez raison, Owen Farrell a bien commencé en 2012. Donc voilà, j'ai peut-être quelques petites subtilités, le salaud. Ah ouais, c'est très très dur. Hein. C'est difficile ce jeu. Hein. C'est de plus en plus dur. Quelques petites anecdotes, si vous voulez, par rapport au record en sélection. Messieurs, vous nous rappelez qui détient le record absolu, toutes sélections confondues, de cap? Richie Mako. Richie Mako, deuxième, 148 caps. Le record absolu de cap. Putain, mais je suis un malade mental, moi. Je le sais très bien en plus. Alun Wyn Jones, messieurs, 150 caps. Ah oui, évidemment. On n'y connaît rien, nous, on est nuls. C'est enculé du poireau. Sergio Parissé qui complète le podium avec 142. Donc 22 caps qui manquent à Eben Etzebeth pour aller titiller ce record. Vous pensez qu'il ira jusque-là? Ouais, ça peut se faire encore. Ça peut-être explose pas avant, ouais. Ouais. Ou si ses biceps n'explosent pas avant. Petit quiz sur ses biceps, plus ou moins que 50 cm de circonférence. Plus, 50 plus. Non, moins, 48. Oh, j'ai mesuré ma cuisse et je vous dirai pas combien ça fait. Ouais. Après, ça dépend. Tu parlais de contrôle antidopage tout à l'heure. C'est vrai que s'il commence à durcir un peu ce type de contrôle, c'est pas sûr que notre ami Eben il finisse par passer la barre des 150 caps. Mais ouais, 22 matchs. Ils jouent quoi, les mecs? Ils jouent un peu moins de 10 matchs internationaux par saison. Je pense que son but, lui, c'est de faire un peu le vieux briscard et de faire la dernière Coupe du Monde en Australie en 2027. Donc, quoique. Bon, je pense qu'il va le faire. Hein. Je pense qu'il va mettre une bonne petite dizaine de sélections à Owen Jones. Et du coup, pour mettre en lumière un petit peu ce nombre de sélections qui est quand même assez hallucinant, 127, on verra s'il dépasse le total d'Alun Jones. Mais nous, en France, on n'a aucun joueur qui a 128 sélections ou plus. Notre recordman, c'est Fabien Pelou. Ouais. Vous savez combien il a, Fabien Pelou? Pelou. Fait bien. Il doit avoir passé les 100 sélections. Ouais, 118 sélections pour Pelouse. Alors, petit jeu, plus ou moins que 90 sélections. Gaël Ficou. Gaël Ficou, plus de 90 sélections. Ouais, il vient d'avoir les 90, je crois, au dernier tournoi, la dernière tournoi. Il a exactement 90. Olivier Magne. Grande figure du 15 de France, mais je pense qu'il y a plus sélection. Nous le chercher, tu dois. Un peu moins. Moi, je dirais un tout petit peu moins. Ah, il a 90 lui aussi. Serge Blanco. Plus. Ouais, il est à 93. Nicolas Mas. Moïse. Mas Esmenos, 85. 85, ouais. Philippe Sella. Non, Philippe Sella, je pense que c'était un des records. Un peu moins. Ah, Philippe Sella, tu l'as dit, Elios, c'était un des recordman. 111. Ouais, 111. 111 sélections. Et Raphaël Ibanez.
Ah, c'est pas lui tout à l'heure, Clément, en off, avec Clément, je disais qu'il y avait un mec qui avait juste en dessous de 100. C'est pas lui qui a 98 ou 99? C'est exactement lui. Ouais, c'est Allez, ça. Bravo. L'encyclopédie, Elios. Ah, les boules. Ouais. Quelques beaux noms en équipe de France, on sait qui ont fait la gloire des Bleus, mais finalement, que deux joueurs au-dessus de 100 sélections. Donc après, c'est peut-être parce que les Springboks ont plus l'occasion de jouer que les Bleus avec un calendrier surchargé. Mais bon, on n'a quand même pas la même expérience que ces gars. Quand tu les vois en finale de Coupe du Monde, ils ont tous 80 sélections. Et nous, c'est Ficou le plus capé de l'équipe potentielle encore aujourd'hui. Et, Ouais. quand tu réfléchis, on l'appelle déjà Papy Ficou. Donc, alors que le mec, on l'a vu que 90 fois. Potentiellement, tu vois 40 fois de plus encore. C'est un truc de fou. Ouais. Et t'as Antonio juste derrière lui à 62. Ouais, Tu t'imagines? vois? Pourtant, Ouais, Antonio, ouais. ça fait un moment qu'on le voit lui aussi. Hein. Ouais, mais lui, c'est fini. Je pense qu'il est sorti de sa retraite pour faire le Six Nations. Je suis pas sûr qu'on le voit ni à la tournée, ni au prochain tournoi. Après, c'est pas forcément un mauvais signe, je trouve, de pas avoir énormément de sélections, dans le sens où nous, on a un gros vivier de joueurs, tu vois. On peut se permettre de sélectionner 30, 40 joueurs, alors que l'Afrique du Sud, ils doivent se reposer sur un plus petit nombre de joueurs. Après, quand tu regardes les résultats de chacune des équipes, tu vois qu'il y a un modèle qui marche. Ça fait de l'expérience. Mais en France et en Afrique du Sud, il y a à peu près la même population. Hein. Ouais. Mais après, quelque chose qu'il faut se dire aussi, c'est que les mecs, notamment en Afrique du Sud, ils jouent quand même beaucoup moins de matchs que leurs équivalents en équipe de France. Et comme ces mecs-là, ils sont souvent aussi contractés par la fédération de rugby nationale, forcément, les mecs, ils sont couvés, ils sont protégés. Et Ben Etzebeth, son objectif principal dans la saison, c'est de jouer pour les Springboks et pas pour son club. Alors qu'un Grégory Aldrit, par exemple, son objectif principal, ça va plutôt être de faire gagner le top 14 avec La Rochelle que de jouer aux Six Nations. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Bon, je suis pas sûr que le 6 Nations ce soit un objectif secondaire pour lui. Non, mais dans le sens où les mecs ils sont tiraillés entre deux équipes, alors que en Afrique du Sud, les deux équipes elles collaborent et elles vont plutôt les clubs vont privilégier les résultats de la sélection nationale, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, c'était quand même le but original de cette chronique était encore de souligner peut-être l'Afrique du Sud qui a donc battu l'Argentine ce week-end. Peut-être un petit mot là-dessus, les gars. Ils ont pris leur revanche. On en avait parlé. Hein, l'Afrique du Sud, c'était un peu la finale parce qu'ils étaient à un match de gagner, mais les Argentins, ils avaient un peu créé l'exploit en battant les Sudaf. Les Argentins, ils ont aussi battu les Australiens et la Nouvelle-Zélande dans la même édition de ce Rugby Championship, ce qui était du jamais vu pour eux. Et donc les Springboks, ils ont dû s'employer jusqu'au dernier match pour arracher le titre. Mais bon, quand tu gagnes 2 fois contre la Nouvelle-Zélande, en général, le Rugby Championship, il est plié. Hein. Ouais, de ouf. Ils ont blessé sûr, Choco Barres, hein. Ça c'est la double peine hein, pour Toulouse. Les salauds. Après, Elios, toi t'en as pensé quoi un peu du match? Moi le match, je t'avoue que j'étais concentré sur le multiplex de top 14, donc j'ai pas forcément pu me concentrer pleinement sur ce match-là, mais moi les Rugby Championship post-Coupe du Monde, je suis pas fan. La Nouvelle-Zélande, souvent ils la jouent pas forcément à fond. Il y a pas mal de mecs qui sont partis en top 14 ou au Japon, donc je pense pas que ce soit très représentatif du niveau actuel de ces équipes-là. Et moi, je suis pas très fan de ce championnat. Comme je l'ai dit la semaine dernière, une semaine, t'as une équipe qui gagne facilement à domicile. La semaine d'après, elle va prendre une branlée chez une équipe moins forte. Enfin, il n'y a pas énormément de cohérence. Et moi, je suis pas forcément fan. Après, par contre, il y a énormément de spectacles. On a vu encore des essais dans tous les sens tout au long de la compétition. Et ça reste du rugby de très très haut niveau. Tu vois, genre, hier, je switchais entre le top 14 et Afrique du Sud Argentine. Et bon, il y a quand même 2-3 niveaux d'écart. Donc c'est toujours sympa à regarder, quoi. Bien sûr. Bon, merci Thomas pour toutes ces infos, comme d'habitude, d'une précision inégalée, inégalable, si j'ose dire. Donc c'est toujours très agréable de te recevoir sur le plateau du Rugby Show. Je vous propose, les gars, qu'on passe tout de suite au débat le plus chaud de France et de Navarre. C'est parti, jingle. Le stade français voit rouge et non plus rose. C'est un peu la catastrophe en ce moment à Paris. Entraîneur limogé à l'heure où je vous parle, il y a quelques heures, à l'heure où nous enregistrons dans le studio du Rugby Show. C'est complètement dingue, l'actualité est complètement folle, messieurs. La réactivité de cette équipe est complètement folle aussi, hein, par contre.
Comme vous pouvez le voir, il fait nuit à New York et nous enregistrons cependant l'épisode. Le Stade Français est donc dans les méandres du classement, actuellement 13e, et allait perdre à Bordeaux 46-26, s'est imposé de quelques points sur ses terres face à Vannes, de 3 points je crois, a perdu à domicile contre Toulon et allait perdre ce week-end donc à Pau 30-16, une belle déculottée. La question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on vous a posée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, est-ce que le Stade Français peut encore viser le haut du classement ? Vous êtes majoritairement du côté du non. Selon vous, c'est terminé déjà pour Paris qui doit se remettre en question. Les soldats moroses, vous nous avez écrit dans les commentaires de nos publications. Elios est totalement d'accord avec vous et c'est lui qui va commencer à prendre la parole. Ouais. Elios, tu as 75% de l'audience de Rugby Show qui est de ton côté. On t'écoute. Je voulais commencer par dire que j'avais pas choisi mon camp et que j'aime pas du tout critiquer le Stade Français. Et vraiment, ça me déchire le cœur de le faire, mais bon, je dois m'y coller cette semaine. Voilà. Top. Le Stade Français regarde clairement vers le bas du classement après uniquement 4 journées et seulement 5 petits points engrangés. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Une seule victoire en 4 matchs et encore, c'était une courte victoire à domicile contre Vannes 34-31. Le club est actuellement 13e, en plein dans la zone de la relégation. Pour aggraver la situation, comme tu l'as dit Clément, Karim Ghezal, l'entraîneur en chef, a été licencié ce matin, ce qui va clairement chambouler l'effectif parisien. À cela s'ajoute l'arrivée de leur nouvelle pépite Louis Carbonel, alias Petit Louis, le Poissard, qui n'a pas réussi à retrouver sa réussite au pied. Et on le sait, ce joueur déteste les phases finales du top 14 et emmènera son club vers la relégation en Pro D2. Et donc, malgré leur statut de demi-finaliste la saison dernière, je les vois bien s'enfoncer encore plus dans les profondeurs du top 14. Les profondeurs du top 14 étant évidemment la Pro D2. Et j'adore quand tu dis qu'un joueur déteste les phases finales de top 14. Je trouve ça vraiment hilarant. Pour la stat, j'ai retenu, c'est 0 phase finale en 6 saisons, donc c'est pour ça. Pas ouf. Ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'il y a 75% des auditeurs du Rugby Show qui s'apprêtent à changer d'avis. Ouais. et oui Thomas, c'est à toi de prendre le côté du oui. Tu considères donc que le Stade Français, rien n'est perdu et qu'ils peuvent largement viser le top 6. On t'écoute. Beaucoup de changements à l'intersaison pour le Stade Français, avec la perte de leur ouvreur Joris Second, peu ambitieux offensivement, mais très efficace dans le jeu au pied d'occupation. Les mêmes personnes qui critiquaient leur manque d'ambition offensive l'année dernière sont ceux qui critiquent leur manque d'efficacité aujourd'hui. Le Stade Français est en chantier. Ils viennent de se séparer de leur entraîneur Karim Ghezal et ils s'apprêtent à se remettre dans le droit chemin. Ils seront bien aidés par leurs nombreuses recrues de l'été, à l'instar d'Ezeala, Carbonel, Tanga ou Nico Terra. Le rugby parisien n'est pas mort, il s'apprête à renaître. C'est beau. J'ai beaucoup aimé la métaphore filée du stade chantier. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais. On va pas donner de vainqueur. Hein. Je pense que nos auditeurs se chargeront comme chaque semaine dans lyncher un des deux dans les commentaires. En tout cas, il est clair que c'est inquiétant pour le Stade Français qui va devoir se reprendre en main. 2e la saison passée, actuellement 13e, en tout cas dans la zone de relégation. Le même nombre de points que le promu, hein, Vannes. Ouais. C'est inquiétant, mais on peut s'inquiéter. Rappelez-vous, ça fait que 4 journées. Rappelez-vous de Perpy l'année dernière, qui après 4 journées avait fait 4 défaites et avait fini dans les meilleurs, à presque titiller le top 6. Donc je pense que voilà, c'est pas perdu pour le Stade Français. Ils ont quand même un gros effectif, un gros budget. Et même s'ils connaissent une mauvaise passe, ils vont pas rester comme ça toute la saison. Ouais, je suis d'accord. Et puis, moi, Thomas, j'ai bien aimé Non, mais j'ai bien aimé le fait qu'il va y avoir un renouveau parce que tu t'en parlais. Le coach, il a été licencié. Je pense qu'il y avait pas mal de joueurs en interne qui pouvaient vraiment plus le blairer et peut-être ça a affecté l'ambiance du groupe. Et surtout que c'est l'anglais, j'ai plus son nom, mais un anglais qui faisait partie du staff parisien, qui était coach des Saracens quand les Saracens gagnaient toutes les coupes d'Angleterre et ont gagné plusieurs coupes d'Europe. On sait que les Saracens, c'est une équipe qui avait un beau jeu et qui envoyait du beau jeu offensif à l'époque. Donc si l'anglais il met sa patte et s'il a un peu les clés du camion, j'espère qu'il réussira à donner confiance au Stade Français. Ouais, on peut changer d'avis, Elios. Je déteste chez son Stade Français. C'est pile ou face, j'ai pas choisi quel camp je devais défendre pour ce débat. Gros menteur. Je déteste Après, moi, selon les informations que j'ai, les tensions, elles étaient aussi beaucoup entre le duo Karim Ghezal et Laurent Labitte. Labitte qui était son supérieur, directeur du rugby. Aussi. Et
et qui les deux ils venaient d'ailleurs de l'équipe de France juste après la Coupe du Monde. Très belle saison l'année dernière. Et je crois qu'il y a des tensions qui se sont cristallisées cet été. Ghezzal, c'était plus qu'un exécutant. Et je pense que même lui, d'un côté, il est content de partir pour potentiellement un club où il aura un peu plus de pouvoir. Parce que j'ai l'impression que Laurent Labitte se l'accapare pas mal. Donc les deux, ça n'a pas fonctionné le duo, mais je pense pas pour autant que Ghezzal ne retrouve pas un club très rapidement vu ses qualités. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, question en or, où est-ce que va aller Ghezzal, les gars? Clermont-Ferrand. Ah, je t'attendais. Je voyais bien le binôme Urios-Ghezzal monter dans ta tête. Trop de place sur le banc. Par son gros caractère. Mais sa grosse force mentale. Honnêtement, moi je trouve qu'on est un peu dur parce que l'année dernière on se plaignait du fait qu'ils envoyaient aucun jeu et maintenant qu'ils en envoient, on se plaint du fait qu'ils soient nuls. Voilà. Ouais. Après, nous on n'est pas supporters personnellement, on n'est pas supporters du Stade Français, donc on préfère qu'ils envoient du beau jeu et qu'ils soient derniers plutôt qu'ils envoient du jeu horrible et qu'ils soient premiers et qu'ils viennent pourrir le championnat. Donc on va pas s'en plaindre. Après, tu vois, réinventer un système de jeu, ça se fait pas en 4 jours. Et je pense qu'ils vont mettre pas mal de temps à le mettre en place. Mais bon, quand tu regardes les arrivées et les départs du Stade Français, je trouve que c'est pas forcément trop étonnant qu'ils soient dans la difficulté, parce qu'à part Tanga et Carbonel qui s'avère être une plutôt mauvaise recrue en ce début de saison, tu vois, c'est quand même pas dingue. Et là, je sais pas. Pour moi, c'est trop rapide. Tu peux pas te réinventer un style de jeu comme ça à ce niveau-là de top 14 en 5 matchs, passer d'un Joris second qui te donne aucun ballon, qui tape tout au fond, et à passer à un Carbonel qui essaye un peu plus de jouer et d'ouvrir avec ses trois quarts. Honnêtement, je trouve que c'est compliqué. C'est un trop gros pari et ça va trop vite, et c'est pas forcément étonnant qu'il soit 13e après 4 journées, je trouve. Je suis d'accord. Et pour clôturer ce débat, moi je trouve qu'un limogeage en 4 journées, c'est quand même un petit peu violent. Tu construis quand même un truc sur une saison. L'année dernière, ils ont construit un truc, le Stade Français. Tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu, ils ont construit un truc, ils ont construit une réputation. Ils étaient vachement attendus quand même sur cette saison. J'imagine qu'il y a eu des chantiers qui ont été mis en place cet été sur comment est-ce qu'on refait évidemment les phases finales et comment est-ce que cette fois on arrive à aller plus haut. Moi, je trouve ça un peu difficile et je trouve que c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied que de changer complètement le plan à 4 journées du début de la saison, quoi. Ça ne doit pas être que sportif, il doit y avoir un truc en interne de la FEC qui a fait que ça ne pouvait plus continuer. C'est ça. C'est vrai que moi, Clément, ça m'a un peu dérangé aussi. Je trouve que ça fait un peu comme au foot où, tu sais, en Ligue 1, les mecs, tu fais 2 matchs nuls et tu te fais dégager. Mais tu vois, comme nous, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe en interne. Et là, c'est pas comme si c'était un nouveau coach qui venait d'arriver, qui se faisait virer au bout de 4 journées. Je pense qu'il avait réussi un peu à faire bonne figure sur les dernières journées, la saison dernière, mais qu'il y avait des problèmes peut-être trop gros qui existaient, quoi. Je suis d'accord, et quand tu regardes un petit peu la feuille, la vérité c'est qu'ils sont allés perdre à Bordeaux 46-26, mais bon, va gagner à Bordeaux aujourd'hui, franchement je sais pas combien de clubs vont réussir à le faire. Pareil à Pau. Ils ont perdu face à Toulon de quelques points, mais Toulon c'est franchement une équipe en forme qui est sérieuse à mon avis, prétendant au top 6 cette année. Donc c'est pas non, enfin je trouve que c'est un peu, on a l'impression qu'ils ont pris 90 pions à tous les matchs depuis 4 jours, tu vois, depuis 4 journées. Je trouve pas que ce soit vraiment le cas, mais bon, écoute, c'est comme ça, on suivra avec attention. Ils reçoivent Montpellier la semaine prochaine, ils vont peut-être se refaire. Allez, on leur souhaite. Montpellier, on n'hésitera pas à faire un débat sur Montpellier. Les gars, justement, très bonne transition avec le Paris Show. Je te coupe, c'est important d'avancer dans la vie. Et c'est parti pour la chronique la moins attendue de cet épisode. Évidemment, le Paris Show, c'est parti. Trompette. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Mes chers amis pronostiqueurs, quelle 4e journée. Bon, j'ai pas envie de faire le vieux papy qui rabâche un peu toutes les gloires du passé, mais je suis obligé de mentionner le pari fou que je m'étais aventuré à tenter la semaine dernière en annonçant une victoire de l'UBB, une victoire historique pour la première fois à Toulouse. Et ça n'a pas manqué. Je suis pas peu fier d'avoir annoncé ce résultat. Bravo. C'est assez rare pour le souligner. C'est assez rare pour le souligner. Pour ceux qui nous suivent depuis peu de temps, allez voir celle d'avant. C'est ça. Toute celle d'avant. Bon, pour être très honnête, j'ai pas fait un perfect parce que j'avais annoncé la victoire de l'ASM qui a pris une branlée. Mais c'est ce que j'allais dire. J'avais annoncé La Rochelle qui a gagné contre le Racing. Mais voilà, je suis pas peu fier. J'ai eu beaucoup de nos écouteurs, de nos auditeurs me critiquer dans les commentaires. Non, écouteurs.
Écouteur, pardon. Et il s'interrogeait sur le fait, il savait pas si mes paris étaient sérieux, si je faisais ça pour créer du buzz, pour créer de l'audience, ou alors si réellement j'étais complètement con et que je pronostiquais 3 victoires à l'extérieur en top 14. Eh ben, écoutez, je vous donnerai pas la réponse. Va falloir regarder les prochains épisodes pour déterminer, pour déterminer cela. Mais comme tu le dis, Clément, passons un peu à la suite. Il faut avancer dans la vie. On va passer à cette J5. Déjà, je suis très heureux qu'il y ait un enchaînement de journées comme ça sans aucune pause. Ça fait des pronostics toutes les semaines. C'est incroyable. Et cette semaine, les gars, je ne vais pas vous parler du Stade Français parce qu'on n'en peut plus des soldats moroses. On ne va pas continuer à broyer du noir. Et on va parler de 2 équipes qui ont un maillot relativement similaire, à savoir Vannes et Castres, le CO. Je vois les gars cette semaine, Vannes s'imposer contre le Racing. On le sait, le Racing, ça voyage très très mal à l'extérieur. On a parlé que d'une équipe parisienne, mais on sait que l'autre équipe parisienne est aussi en grande difficulté. Le Racing, je crois que c'est que 6 points. Ça occupe aussi plutôt le fond du classement. Ils ont essayé de se réinventer un peu. Ils ont plutôt un bon recrutement, mais pour l'instant, ça passe pas. Donc, je vois une victoire de Vannes, les gars. On a vu qu'à domicile, c'était plutôt solide. Ils ont gagné plutôt confortablement la semaine dernière à domicile contre Lyon. Là, ils ont craqué la semaine dernière contre Toulon, mais pendant 60 minutes, ils ont quand même montré un beau visage. Donc, je vois une petite victoire de Vannes à domicile contre le Racing. Et attention, annonce choc. Et là, je vous conseille de bien écouter parce que la semaine dernière, il y en a beaucoup qui n'ont pas écouté mon annonce choc et qui s'en bouffent un peu les couilles, qui s'en mordent un peu les doigts. Mais j'annonce la chute pour la 2e fois consécutive du grand Stade Toulousain qui se rend sur la pelouse de Pierre Fabre, sur la pelouse du Castres Olympique. Et je vois le CO s'imposer. Le CO, auteur d'un très beau début de saison. Honnêtement, moi, ce qu'il propose, je trouve ça super. Ils ont failli s'imposer à Lyon cette semaine alors que personne ne les voyait faire quelque chose là-bas. D'autant plus que Ntamak, Willis, Capuzzo, et je crois que j'en oublie un, je ne l'ai plus en tête, mais seront au repos ce week-end. Donc moi, je vois bien une victoire de Castres et Toulouse commencer une petite série noire. Honnêtement, ça leur fera pas de mal. Comme l'a dit Hugo Mola, il était pratiquement content d'avoir perdu contre l'UBB. Ouais. Et, écoute, il sera certainement aussi content d'enclencher une petite série de défaites et il sera content d'aller perdre au CO. Voilà, les gars, mettez toutes vos billes sur Vannes et sur Castres. Et je pense que cette semaine, ça sera pas un 2/3 que je vous propose, mais un 2/2. Voilà. Wow. On peut s'arrêter là-dessus. On s'arrête là-dessus. Maintenant, je te suis jusqu'au bout. J'ai même pas de commentaire à faire. Vannes, ça va gagner. Vannes, ça va gagner fort contre le Racing. Là, le Racing, ils ont rien proposé contre La Rochelle. Après, le Racing, c'est difficile parce qu'ils jouent jamais à domicile. Quand ils jouent s'ils jouent à Créteil, en ce moment, ils jouent même pas chez eux à cause des JO. Il y avait une piscine dans leur stade, t'imagines? Donc, même s'il y a quelques plongeurs en top 14, il y a quand même pas possible en ce moment. Et donc, quand tu joues à Créteil et que tu vois que ton premier match, il n'y avait que 4000 spectateurs, je peux te dire que tu ne vas pas aider à domicile. Mais bon, aller à Vannes, ça va leur faire tout drôle. Hein. Surtout quand c'est un Toulousain, Léon Marchand, qui a raflé toutes les médailles dans ta piscine, tu te dis putain, vraiment Toulouse, on n'en peut plus. Ouais. Vraiment. Et puis, mais on y croit. Elios, on a envie d'y croire. On t'a pas assez fait confiance. On a senti que petit voulait devenir grand. Et là, t'as éclos quelque part avec ce grand pronostic qui a retourné toute la planète rugby. Tout le monde retenait un peu son souffle en regardant le match. On pensait un peu tous à toi. Et c'est vrai que voilà, tu nous as surpris. Mais d'ailleurs, les gars, vous habituez pas trop à suivre mes pronos parce que là, on a braqué tous les bookmakers de France. J'ai reçu des mails de menaces du PDG de Betclic, du PDG d'Unibet et de Parion Sport. Arrêtez de me suivre. J'ai créé des monstres. J'ai créé une armée de monstres. Excellent. Et ben on combine ça pour cette semaine. Et évidemment, tu seras là la semaine prochaine pour rendre des comptes à tous nos auditeurs. Sans faute. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir répondu présent au rendez-vous hebdomadaire du Rugby Show. On espère que cet épisode numéro 59 vous a plu et on espère que le numéro 60 la semaine prochaine vous plaira encore plus. On a hâte évidemment de parler rugby avec vous la semaine prochaine. On vous donne donc rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming, de podcast, n'importe où. On est partout. C'est chaud, gros et surtout, n'oubliez jamais, c'est chaud. Abonnez-toi, connard.